sound and air. Bienvenue dans ce podcast A Space MR Flash spécial dédié à Hubert Reeves, l'astrophysicien et vulgarisateur de talent. Son dernier souffle, le 13 octobre dernier, a fait taire à jamais sa voix si particulière, son accent si doux à nos oreilles. Mais sa vision paisiblement poétique de l'univers perdure en chacun d'entre nous. Au fil des quelques décennies que Redscape et moi avons eu la chance d'avoir en commun avec cet homme, Hubert Reeves a illuminé nos esprits et avec la splendeur des étoiles, nous invitant conférence après conférence à découvrir avec sa passion qui le définissait les secrets de l'univers. Il nous contait de sa voix de grand sage des histoires d'infini à travers le prisme de la science, transmettant autant ses connaissances que son émerveillement presque enfantin. Dans ce podcast, nous n'allons pas tant détailler la vie extraordinaire de cet homme qu'il était tout autant, non. D'autres l'ont fait et le feront mieux que nous. Nous allons ici parler du souvenir que nous avons de lui, humble poussière d'étoiles dont la passion pour l'astronomie a su inspirer nos âmes et fait rêver des générations entières. Mais son amour ne se limitait pas au ciel. Il était aussi un grand gardien de notre précieuse terre, défenseur infatigable de l'écologie, voyant dans le respect de la nature le seul salut de l'humanité à long terme. Si le cosmos était sa muse, la nature était en un sens sa divinité. Par cette émission, nous rendons hommage à l'homme qui nous a appris qu'une forme de poésie réside dans les lois de la physique, que la science est une forme d'art, comme il admirait l'art, telle une forme de science. Bienvenue dans ce podcast dédié à Hubert Reeves, un rêveur d'étoiles, devenu étoile lui-même. Bonjour Redscape. Bonjour Phil, bonjour à tous. Alors aujourd'hui... C'était très joli. Merci. Poétique. J'ai essayé de rendre hommage comme j'ai pu avec ma plume. Alors, évidemment, même si on pleure un peu le départ de Hubert Reeves, le but ici, c'est évidemment de se souvenir des bons souvenirs, bien évidemment. Oui. Et j'ai envie de te poser la question, Redscape, quel est ton plus vieux souvenir d'Hubert Reeves ? Bah écoute, t'aurais écouté TechCraft hier soir, tu t'aurais su, parce que j'en ai parlé dans Spacecraft, j'ai fait vraiment très très rapide. Moi, mon plus vieux souvenir, il remonte à l'époque où était diffusé sur France 2, La Nuit des Étoiles. Donc la Nuit des Étoiles, c'est cette manifestation tous les ans en août qui permet donc au plus grand nombre d'approcher l'astronomie un peu partout en France, qui est organisée par l'Association française d'astronomie, dont on a fait nous un live intégral de l'acte 1. Et du coup, bonsoir au chat, bien sûr. On n'oublie pas le chat. Bonsoir Ersla, bonsoir Cowboy Étoile, merci d'être là. Et donc, je me souviens qu'ils avaient passé cette émission en prime time je crois que c'était à l'an 2000. Et c'est pas que je crois, c'est que je suis sûr que c'était à l'an 2000, avec des scores qui feraient pas lire d'envie n'importe quel patron de chaîne, puisqu'à l'époque, il faisait 20% de part de marché, ce que fait la Starac aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, je me souviens très précisément de où ils étaient. Ils étaient au pic du midi du Bigorre. De Bigorre, pardon, donc à l'observatoire qui est donc situé à, je crois, 2800 mètres d'altitude, un truc comme ça. Et donc, je découvrais de mes yeux d'enfant, j'avais quel âge ? Moi, j'avais 9 ans, ouais, j'avais 9 ans. De mes yeux de petit enfant de 9 ans, je voyais, j'entendais surtout
un homme qui avait déjà l'air vieux. Désolé de le Mais dire, dans le texte originel que j'avais écrit, au lieu de mettre de sa voix de grand sage, j'avais mis sa voix de gentil grand-père. Et quand je l'ai lu à Pailly, ma compagne, elle a dit « Oh, c'est quand même pas très gentil, c'est quand même un homme qui a fait des grandes choses et tout, tu le traites de grand-père. » Mais oui, il y a quand même une espèce pour moi d'attachement à, effectivement, quelqu'un qui a toujours été pour nous un vieux monsieur. C'est ça. Et un vieux monsieur qui racontait les étoiles. C'est ça, mais nous on l'a connu en fait dans le dernier quart de son existence, enfin un tout petit peu plus de son dernier quart de son existence, et du coup, effectivement, il apparaissait plus comme le grand-père, le grand-père gentil, le grand-père peut-être que tout le monde rêvait d'avoir, parce que sa façon de parler, sa façon de dire les choses et de pouvoir vulgariser, ce que j'ai dit hier soir, hein, mais de pouvoir vulgariser de manière très simple des choses compliquées. J'étais déjà passionné d'astronomie à ce moment-là, mais je pense que ce sont des gens comme ça, comme Hubert Reeves, qui m'ont véritablement mis le pied à l'étrier. Et je pense que c'est comme si, en fait, quand j'ai su la nouvelle, c'est comme si j'avais perdu un rêve, finalement, celui de le rencontrer un jour, parce que comme je l'ai dit encore une fois hier soir, passer 1 heure de temps avec une personnalité comme celle d'Hubert Reeves, t'en apprends forcément beaucoup plus que de passer 15 ans sur les bancs d'une école. Oui, voilà. Et donc, tout au long de ma vie, ensuite, donc d'enfant, d'adolescent, puis d'adulte, au fur et à mesure du temps, j'ai eu j'ai lu ces livres, une célèbre formule dont on va très certainement en reparler. La poussière, nous sommes tous des poussières d'étoiles, hein, nous sommes tous issus des étoiles. Hein. Petite anecdote, j'ai appris qu'elle n'était pas exactement de lui. En fait, cette expression. Non. Alors pourtant, c'est à elle. Et pourtant, c'est à lui qu'on l'associe toujours. Ah, oui. Mais alors, quand même, il a quand même sorti un livre qui s'appelle Poussière d'étoiles, forcément, exactement. qui est sorti en 84, donc avant que je sois né. Mais en fait, le titre vient le titre de ce livre vient en fait d'une lettre qui lui a été écrite lorsqu'il avait écrit Patience dans l'azur, le premier livre qu'il avait écrit. Le premier bouquin, oui. Tout à fait. Et où, en fait, il a reçu une lettre qui lui disait on m'a dit tu n'es que cendre et poussière, on a oublié de me dire qu'il s'agissait de poussière d'étoiles. Et cette phrase l'a tellement marqué que en fait, finalement, non seulement il l'a réutilisé pour son livre, mais au final, ça a été presque son second nom, quoi. Ça pas sa marque de fabrique parce qu'il n'était pas vendeur d'un produit, mais c'est quelque chose qu'on a très longtemps associé à lui. Mais faut savoir que ça lui a été inspiré par quelqu'un d'autre, et je trouve ça très beau que y ait quelqu'un d'autre qui a inspiré un jour Hubert Reeves et que ça a permis qu'il inspire à son tour d'autres personnes avec cette expression. Il a été jeune un jour, hein. Tu sais, j'écoutais hier ce qu'on se disait en off, hein, mais j'écoutais une émission de France Culture en 5 épisodes où justement il décrit un peu qui il est, d'où est-ce qu'il vient, etc. On mettra les liens d'ailleurs dans le... Ouais, on mettra les liens, ouais. Évidemment de Montréal au Canada. Hein. Et du coup, justement... je crois que c'est la journaliste qui lui dit comme ça, quelque chose comme on vous a toujours connu comme étant, c'est pas une insulte si tu veux, mais c'est vrai qu'on l'a toujours connu un peu grand-père si tu veux, celui qui aime bien raconter des histoires, peut-être au coin du feu et tout ça. Et alors que oui, en fait, il a été jeune et qu'il a connu les affres de la guerre, hein, puisque je rappelle qu'il est né le 13 juillet 1932 à Montréal. Et que donc il a connu toute la décadence des années enfin il a connu la récession, il a connu la guerre, il a connu la reconstruction, il a été naturalisé français dans les années 50 ou 60, je sais plus. Et c'est un scientifique, un astrophysicien qui a connu une grosse carrière, hein, tant autant au CNRS qu'au CEA. Qu'à la NASA. Alors le CEA, ça serait bien que tu l'expliques, parce que le CNRS, tout le monde comprend que c'est le le commissariat à l'énergie atomique, pardon.
Ouais, donc le CEA qui a un important pôle scientifique en son sein. La NASA, bien sûr. Alors je dis bien sûr parce que ça peut paraître évident. On se dit, ah, il est passé à la NASA. Ben oui, il y a beaucoup de scientifiques qui passaient à la NASA à cette Oui. époque-là. Ah, on Là, se rappelle que c'est les débuts des années 60. Hein. Voilà, la guerre froide, la course à l'espace, tout ça. Voilà, si ça vous rappelle des choses. Ça embauchait pas mal à l'époque. C'est ça, c'était un peu ça. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, de se dire qu'un jour, ce monsieur a été scientifique, mais qu'il a toujours en fait gardé le pied, même s'il est devenu ensuite vulgarisateur. Parce que c'était peut-être pas spécifiquement son métier de base, c'est peut-être pas ça vers ça qu'il allait. Hein. Patience dans l'azur, il a été écrit, donc son premier roman, il a été écrit alors qu'il a été, enfin en fait, il a été poussé par des amis. D'ailleurs, Patience dans l'azur, qui est une ref, pardon, à un poème de Paul Valéry, soit dit en. Oui, c'était quelqu'un de très cultivé littérairement parlant. Ouais. Donc, exactement. Il était vraiment intéressé par plusieurs champs, et c'est pour ça que je disais. Grand mélomane. Oui, également. Et c'est pour ça que je disais que il élevait l'art au rang de science, parce qu'il considérait l'art et la science comme étant deux choses vraiment complémentaires. Et il s'est amusé d'ailleurs alors je suppose qu'il s'est amusé, mais en tout cas il s'est attelé à faire en 2001, pardon, un CD qui s'appelait Littérature à entendre, qui en fait venait allier sa passion de la nuit, du ciel, avec sa passion des écrits. Et en fait, il lit des textes d'Alphonse Daudet, de Marcel Proust, etc., qui sont des textes qui sont autour de la nuit, justement. Et il avait une phrase qui n'était pas dedans, mais qui était dans un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Les artisans du 8e jour, où il dit « Tous les créateurs, musiciens, peintres, poètes ont ajouté de la beauté au monde, ils ont enrichi notre vie en nous donnant accès à des moments de bonheur ineffables. » Et je trouve cette phrase absolument magnifique. Je pense que t'as tout dit, mais quelque part, derrière cette personnalité que l'on qualifierait volontiers de très empathique. Hein, il avait une empathie et une ouverture aussi au fait qu'on ne puisse pas savoir. Tu vois, une figure paternelle. Et puis surtout aussi d'être défenseur de la nature et aussi du réchauffement, enfin pas défenseur du réchauffement climatique. Il était réchauffé, oui. Oui, voilà, mais en tout cas qu'il menait un combat pour l'écologie. Notamment, il avait aussi ses failles, hein, puisque il a eu le lot du divorce avec sa première épouse, et il est tombé en dépression, je crois, dans les années 90. Donc, c'est vrai que des personnalités comme ça, on se dit, voilà, ça a l'air d'être le bonhomme tranquille, pas de problème ni quoi que ce soit. Très souvent, les gens très intelligents se posent trop de questions pour leur bien-être, ça arrive. Donc, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, comme à la fin des années 90, effectivement, c'est à ce moment-là, on va pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle, mais en gros qu'il a traversé un moment où que peut-être que c'est ça aussi qui a fait en sorte que ça soit à l'aube des années 2000 qu'il ait commencé son combat militantiste, on va dire, c'est ça. Autour de l'écologie. Et autour du fait de dire non mais on est en train de creuser notre propre tombe. On n'a pas d'autres planètes que la nôtre. Avant de penser à terraformer des planètes, des choses comme ça, on pourrait faire en sorte de prendre soin de la nôtre, déjà. Voilà. Vous remarquez qu'il y a pas mal de parallèles avec des pensées qu'on a pu développer dans A Space MR, et c'est peut-être pas pour rien. On a peut-être été un petit peu influencé par les multiples conférences. Un tout petit peu. Parce que oui, effectivement, il a donné beaucoup de conférences. J'ai un chiffre devant moi, 2500. Oui, mais ça m'étonne pas, vu qu'il en a donné en moyenne une par semaine. C'est X dernières années, quand je dis X, c'est plutôt de l'ordre des décades. Donc oui, ça m'étonne pas qu'il soit arrivé à ce nombre ahurissant de conférences. Une que je retiens particulièrement, c'est celle qui m'a un peu boosté et qui m'a donné en fait l'angle que je voulais, que finalement j'ai pris pour l'acte 3, qui est celle de l'origine de la vie. Alors j'en ai pris bien évidemment un faible pourcentage, mais en tout cas elle est très inspirante, les liens seront encore là-dedans, je vous conseille de la suivre, je crois qu'elle fait 2 heures.
Mais à suivre, c'est un régal. C'est vraiment, vous vous posez, vous vous laissez porter par sa voix. Et d'ailleurs, en parlant de sa voix, pour ceux qui ne connaîtraient pas la voix d'Hubert Reeves, j'ai prévu un petit extrait où il parle justement de la grande question. Je vous laisse découvrir. La fameuse question, est-ce qu'il y a un grand ingénieur? Vous voyez, on voit qu'on est dans un univers très organisé. Et alors, il y a 3 types de réponses à cela. Il y a une première réponse qui est celle du croyant occidental, qui dit, il y a un Dieu, et ce Dieu est une personne, et vous pouvez le prier. Il y a le croyant oriental qui dit, non, ce n'est pas une personne. Quand vous parlez, il n'y a personne au bout de la ligne. C'est un grand principe, le Tao ou autre chose. Puis une version plus moderne qui consiste à dire, c'est le hasard, il n'y a rien de tout ça, vous inventez des thèmes, vous rêvez, tout cela. Ma réaction, c'est de dire, tout ça, ce sont 3 solutions, je dirais, de facilité. C'est des solutions à notre échelle. C'est ce que nous sommes capables d'inventer quand nous nous demandons qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette organisation, cette intelligence de la nature. Et moi, je pense que cela ne fait que manifester notre limitation à comprendre la réalité. Et je cite souvent le cas de mon chat. Je dis, vous n'auriez pas envie d'enseigner la géométrie à votre chat. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'il n'est pas capable et que de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Eh bien, je pense que nous sommes une espèce animale comme des millions d'espèces animales. Nous avons une intelligence, mais comme celle du chat, elle est limitée et que ce thème-là nous dépasse et que le mieux, c'est de le reconnaître et de vivre avec cela. Encore une fois, c'est mon opinion. Voilà, j'ai choisi cet extrait parmi les milliers d'extraits que j'aurais pu vous choisir parce que il est intéressant sur bien des points. C'est-à-dire que c'est un scientifique qui n'a jamais dit que la religion était contre la science, ce qui est assez rare en fait en général chez les scientifiques qui ont plutôt tendance à être assez péremptoires dans leur approche de la religion, c'est soit oui, soit non. Il n'est pas là péremptoire. Non, il n'est pas là péremptoire. Alors lapidaire, si tu veux éviter un pseudo de podcasteur. Mais où justement il démontre cette chaleur humaine, cette ouverture d'esprit en disant vous voyez, il y a différents trucs et on ne sait pas. Donc tant qu'on n'est pas capable de le savoir. Il y avait un autre extrait où il disait que la science n'avait pas comme but de montrer qu'il y avait ou non un dieu, parce que c'était 2 champs d'application qui étaient complètement différents. C'était un extrait qui était intéressant aussi, mais j'allais pas tous les mettre parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous voulez le voir. Si vous devez produire une émission ou si vous voulez vous regarder les vidéos d'Hubert Reeves, si vous voulez produire une émission, malheureusement, pas mal de passages sont intéressants parmi tout ce qu'il a dit. Et faire un choix, c'est assez compliqué. Là, c'était un extrait de La Grande Table sur France Culture, une émission de 2017. Et ce que j'aime beaucoup dans son propos, qui a même toujours été moi mon mantra, mon leitmotiv, c'est ça, c'est de se dire on n'est pas câblé pour comprendre certaines choses et du coup, comme on n'est pas câblé, on peut pas. Enfin, il y a des mystères qui resteront forcément des mystères. Là, en ce moment, il y a un bouillonnement parce que entre guillemets, on est en train de remettre un peu en cause la cosmologie standard, le modèle standard le modèle, je vais y arriver, cosmologique standard. Et qu'on n'est pas franchement capable de comprendre en fait pour l'instant les tenants et les aboutissants. Je mets de côté la religion parce que encore une fois, pour moi c'est un faux débat et ça n'a pas lieu d'être. Mais pour le coup, tout ce qu'il dit sur ça, on est un parmi des millions. Et que effectivement, même si on a cette capacité à nous ressentir nous-mêmes, à savoir que nous on existe en tant qu'espèce, on n'est pas encore tout à fait câblé pour comprendre tout ce qui se passe, même si on a aujourd'hui des lois qui expliquent globalement comment ça fonctionne. C'est ça. J'ai bien dit globalement, parce que la cosmologie et la mécanique céleste sont des choses qui sont bien plus compliquées que ce que le tout venant nous viendrait nous raconter. C'est-à-dire, si les planètes tournent autour d'un soleil, enfin d'une étoile, ça doit être la même chose partout ailleurs. Les galaxies se sont formées il y a 4 milliards ou 5 milliards d'années, en tout cas galaxie standard de la Voie lactée, mais en fait non, pas forcément, parce qu'il y a 7 milliards, il y a peut-être possibilité. On a trouvé de la chimie organique il y a à peu près dans ces mêmes eaux-là, etc., etc., etc. C'est pas un mouvement uniforme, et je pense que c'est ça
frustration, en tout cas il l'indiquait dans un autre podcast, dans une autre émission de France Culture, justement, c'est de ne pas vivre assez vieux, et paix à son âme puisqu'il est mort. Hein. Je pense qu'aucun d'entre nous ne vivra assez vieux pour avoir la réponse à tout. C'est ça. Et ça, c'était sa plus grande. Il l'explique très bien. C'est ça. Et je comprends sa frustration parce que je l'ai aussi. Je pense que peut-être aussi toi, Phil. Oui, moi je sais que je ne vivrai pas assez vieux pour voir toutes les missions spatiales que j'ai envie de voir se concrétiser, par exemple. Et voilà, exactement. Donc on vit avec cette frustration. On vit de façon d'une passion qui est frustrante de manière générale. Et même si effectivement, comme le dit Ersla, c'est 42 la réponse à tout. Et oui, j'ai envie de dire, j'aimerais bien que ça soit 42, mais voilà. Je pense qu'on vit tous avec cette frustration de, je sais pas, vous achetez un nouveau télescope ou une nouvelle lunette astronomique, vous êtes tout content, vous visez vous visez la Lune, ou vous visez autre chose d'ailleurs, et ça vous fait pas peur. j'ai pas eu le temps de la faire, tu me dégoûtes. Mais je te coupe l'herbe sous les pattes, mon cher ami. Et donc, et là, vous allez voir, vous vous apprêtez. Alors, on va dire que vous voulez voir Jupiter, et vous vous dites, ouais, super, je veux voir Jupiter, les 4 lunes galiléens, Oui. Parce que c'est ce que me promet la pub. Et là, vous voyez quasiment pas, en tout cas, pas ce que vous pensiez, parce que je sais pas, mauvaise. Ah tu vas pas avoir les images de Hubble déjà. Exactement. Et puis finalement, au fur et à mesure que vous entraînez, là, vous vous dites, ah ouais, j'ai repéré ça, j'ai réussi à distinguer plus que 7 étoiles dans l'amas de la Pléiade, des Pléiades, pardon, etc., etc., etc. Donc c'est à force de voir les choses, de lire, qu'on finit en fait par découvrir. Et je pense que Hubert Reeves, ce qu'il dégageait dans ses conférences, dans ses interventions télévisuelles et radiophoniques, c'était ça justement. C'était de se dire, ok, c'est notre plus grande frustration, le fait de ne pas tout voir, mais en même temps, il y a tellement de choses à voir. C'est contradictoire ce que je dis, Non, mais au final, ça a beaucoup de sens. Au final, quand on traite, que ce soit toi ou moi, dans nos émissions respectives, ou ici, dans SpaceMR, ou partout ailleurs, ou tous ces scientifiques qui viennent... qui nous nourrissent de leurs publications ou de leur émerveillement, hein, parce qu'il y en a, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à pouvoir le faire. Et ben justement, c'est de justement pouvoir s'émerveiller, pas de pas grand chose, mais finalement de ce qui est devant nous, parce que nous avons encore tant à découvrir et que la frustration n'a pas forcément la place dans la vie que l'on mène. Disons que surtout nous, à nos niveaux de connaissances d'astronomie, d'astrophysique, de cosmologie, on a encore tellement à découvrir qu'il nous faudrait une vie pour commencer à être frustré par le fait qu'on ne sache pas. Alors après, évidemment, il y a des questions très grandes, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, ou des choses comme ça, où effectivement, là, personne n'a la réponse, mais il reste effectivement tellement de domaines à découvrir avant d'arriver au bout de tout ce qu'il faut savoir, que toi et moi, on a le temps de s'émerveiller effectivement sur tout ce qui est déjà su. Et c'est avec des gens comme Hubert Reeves, comme Klein aussi. Oui. Même si je suis pas très fan de Klein parce qu'il me repose pas autant que ce que me repose Hubert Reeves. Parce que faut savoir que Carl Sagan. Carl Sagan, évidemment. Ils étaient quelques scientifiques comme ça. J'en ai cité quelques-uns hier. Il y avait Yves Coppens également que j'aimais beaucoup écouter. Il y avait Arun Taziev également. Il y avait Arun Taziev, il faisait pas l'espace de mémoire, il faisait plutôt les volcans, lui. C'était les volcans, ouais. Il y avait André Braic qui nous a quittés, je crois, en 2017 ou 2018, grand astronome français également. Bref, il y a vraiment ces gens-là. Cousteau aussi, d'une certaine manière. Oui, mais lui, ça fait longtemps qu'il nous a quittés, Cousteau. J'étais pas petit quand il nous a quittés. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu as toujours plaisir à les écouter, si tu veux, ou les regarder, parce qu'aujourd'hui, je pense que sur Internet, il y a aussi possibilité de trouver autre chose que des vidéos de débilos, clairement, et qu'en cherchant un tout petit peu, on peut trouver de la profondeur et des paroles sages à travers des conférences, des émissions de radio, de télévision, et que voilà, il suffit juste de chercher pour aller. Parce que l'homme a disparu, mais grâce au fait qu'il y ait YouTube notamment, il y a une certaine part d'héritage qui est accessible à tout le monde gratuitement.
Dans le cas de Hubert Reeves, presque en illimité, vu le nombre de conférences qu'il y a de cet homme-là disponible sur YouTube. Et du coup, je vous enjoins. Il y a Aurélien Bro, non, je sais plus, j'ai plus son nom qui me revient, c'est pas grave. Aussi qui est assez passionnant, je risquerai de retrouver son nom. Mais donc du coup, la personne disparaît, mais son œuvre reste. Oui, c'est ça. Et parmi ces œuvres, un des trucs que j'ai découvert, parce que forcément, quand les gens décèdent, on a tendance à un peu plus se renseigner sur eux. C'est un peu l'analogie de lorsque tu as un grand-parent qui décède, tu te retrouves à devoir vider la maison et à fouiller un peu les affaires et à retomber sur des vieux trucs que tu savais pas et tu découvres des nouveaux aspects, tu découvres des nouveaux trucs, voilà. Et un des trucs que j'ai découvert du coup en me renseignant un peu sur Hubert Reeves, c'est un livre qui s'appelle L'univers expliqué à mes petits-enfants, et où je trouve le geste absolument, enfin ça me fait fondre le cœur, je trouve ça magnifique, et où en fait il disait qu'il dédiait ce livre à ses petits-enfants et qu'il avait pris conscience de la valeur symbolique qu'il pouvait lui donner, celle d'un testament spirituel, et c'est pour ça que ça prend d'autant plus tout son sens de nos jours, même si c'est en 2011 qu'il l'a écrit, qu'on est en 2023, donc il s'est passé du temps. Et c'est en gros ce qu'il voudrait leur raconter sur l'univers qui continueront à habiter après lui. Le truc, c'est que justement, c'est écrit sous la forme de questions hypothétiques qu'auraient posées ces petits-enfants. Et ça, c'est clairement en train d'être livré chez moi. Voilà, parce que je pense que ça sera un très bon livre à lire. Moi, c'est déjà dans ma bibliothèque d'EPUB. Voilà. Ah, d'accord. Oui, j'aime bien les avoir en physique. Pas tout, mais il y a des fois, tu vois, j'aime bien les avoir en physique. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a encore ce petit côté symbolique lié au livre. Mais il n'y a pas que celui-là, hein. On parlait tout à l'heure de Poussière d'étoiles, de Patience dans l'azur, Dernière nouvelle du cosmos aussi, qui avait beaucoup marché en 94, et bien sûr ses mémoires, je n'aurai pas le temps. Donc il y a quand même vraiment possibilité de faire, enfin, en tout cas de lire beaucoup de ces publications. Et comme on l'a dit, effectivement, un défenseur de l'environnement et pas un lanceur d'alerte, mais en tout cas quelqu'un qui était très sensibilisé au réchauffement climatique. Un sonneur d'alarme, on va dire. Un sonneur d'alarme. Comme quoi, ils finissent pas tous comme Sardou, mais clairement, c'est quelqu'un qui va notamment collectionner, en tout cas il le dit dans l'émission de France Culture, et qui va aller collectionner des plantes très rares, qui appartiennent aux premières milliards d'années d'existence de la planète. Il en citait quelques-unes, j'ai plus franchement ça en tête, mais lui son truc, il le raconte d'ailleurs dans ses mémoires, hein, puisqu'il avait acheté une vieille ferme délabrée, mais aussi surtout qui contenait des chênes centenaires, et dont son rêve en fait était de créer ce qu'il lui appelait une forêt millénaire, avec des arbres qui peuvent vivre près de 1000 ans, comme le cèdre du Liban par exemple, le séquoia, le tilleul, les ginkgos, etc. Et en l'écoutant, je me disais, il y avait clairement pas beaucoup de personnes dans le monde qui étaient autant attachées à la valeur de transmission millénaire des arbres et de ce qu'ils ont pu transmettre en fait. Je vais peut-être divaguer un peu en essayant d'introduire un concept qui s'appelle la terrestrialité, qui pourrait être moqué et on pourrait se dire que c'est du New Age version d'aujourd'hui, mais on fait partie d'un tout. Et quand j'entends Hubert Reeves en parler justement de ces arbres et de ces plantes qui sont clairement nos ancêtres, assez certains, clairement, qui sont eux aussi des plus vieux ancêtres qu'on puisse avoir. Exactement, et qui sont également des poussières d'étoiles aussi. Je me dis qu'il avait compris ce concept-là, il avait compris qu'il faisait partie d'un tout. Il avait compris qu'on n'était que de passage, mais que pendant ce passage-là, il fallait au maximum possible pouvoir
communier. Alors pas dans le sens qu'on pourrait mettre, mais qu'on pouvait communier pas ceci est mon avec. sang, ceci est mon corps, hein, évidemment, on parle pas de ça. Oui, bien sûr, oui. Oui. Un dieu patriarcal, hein, excusez-moi, mais il n'y a que les hommes pour les avoir inventés. Hein. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'est à peu près ça. Ça devrait arrêter beaucoup de gens de croire à la religion, mais pourquoi pas. Mais en tous les cas, ça c'est un autre débat, mais en tous les cas, c'est peut-être de là où je diffère du Reeves, assez clairement, lui était très sensibilisé, et c'est pour ça, je pense que c'est une personnalité qui m'a marqué, qui me marquera, et que je garderai toujours en référence. Bon, bah, on n'est pas éternel, hein. Il avait 91 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, et que bah, par la force des choses, un jour, il faut bien, malheureusement, partir. Donc voilà. C'est toujours dommage, parce que je pense que l'un comme l'autre, on avait peut-être ce rêve de pouvoir un jour le voir. J'avoue Et que peut-être, assister à une de ces conférences m'aurait vraiment fait plaisir. J'ai jamais eu aussi, l'occasion. Alors, pareil. J'ai jamais eu l'occasion de croiser son chemin, mais juste assister à une conférence, tu vois, pas forcément déjeuner avec lui ou quoi que ce soit, ça aurait été vraiment, vraiment un honneur. Ça se fera pas, tant pis. Mais le truc, c'est que je sais plus si c'est Uber Eats qui l'avait sorti ou pas, vu qu'on parlait des arbres. Mais tu vois, c'est toujours les vulgarisateurs qui mettent des petites idées comme ça en tête et qui ensuite vont se retrouver à un moment dans Space MR. Mais comme quoi, de toutes les matières, non, c'est pas la ouate qu'elle préfère, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ouais, je sais. Mais que de toutes les matières dans l'univers, peut-être que c'est le bois qui est la matière la plus rare qu'on puisse trouver. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a trouvé que sur Terre, et qui était en fait une façon détournée et qui était un des arguments pour dire qu'il fallait prendre soin de notre écosystème et prendre soin de nos forêts, etc. Donc c'est pour ça que je suis assez persuadé que c'est Uber Reeves qui l'a sorti, mais comme je dis, je bouffe énormément de conférences parce que j'adore ça, et du coup je mixe un peu les personnes pour savoir qui a dit quoi. Mais ça c'est un truc qui m'a marqué, et ça ressemblerait beaucoup à lui, pour le coup. Parce qu'il a toujours eu cette poésie, cette façon de présenter les choses de manière pas, je dirais pas spirituelle dans le sens de la religion, mais d'une forme de spiritualité en fait. Comme tu disais, où il y avait une forme de communion avec la nature, il y avait effectivement cette forme de réflexion au-delà de l'homme lui-même, au-delà de l'humanité, au-delà de l'individualisme aussi. Et il y avait toujours cette notion on n'est qu'une pièce d'un tout, quelle que soit l'échelle qu'on choisisse, en fait. Exactement. Que ça soit à l'échelle de notre Terre, ce qui est déjà pas mal, parce qu'à l'échelle de l'humanité, c'est 1 sur 8 milliards. Ouais, on est à 8 milliards maintenant. Quand j'étais petit, c'était 6. Je suis resté sur 6, donc maintenant j'ai un peu du mal, tu vois, je suis pas à jour. Et donc, voilà, déjà, c'est 1 sur 6 milliards, mais si tu sais, par rapport à l'univers en entier, ne serait-ce que déjà notre système solaire, on n'est vraiment pas grand-chose. Par rapport à la galaxie, on est encore moins, etc., etc., etc. Et donc, le fait que ça puisse nous dépasser complètement, qu'on soit pas à la hauteur, ça voudrait dire qu'on pourrait l'être potentiellement, donc c'est pas le bon terme, et je ne trouverai jamais de terme aussi joli que ceux de Reeves, mais qu'on n'est pas câblé on n'est pas fait pour comprendre l'univers. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai littéralement pompé de chez Uber Reeves pour la fin de l'acte 1, je crois, de mémoire, où je disais que nous ne sommes pas faits pour comprendre l'univers. La seule chose que nous pouvons faire pour le comprendre, c'est utiliser la science pour prédire certaines choses, mais là où moi je suis pas allé, et là où Uber Reeves était allé dans sa conférence, c'était de dire qu'en fait la science c'est pour nous au final un peu comme une bicyclette en fait, où ça nous permet de faire ce qu'on ne serait pas capable de faire sans cet outil externe. Mais après, c'est pas parce que tu sais te servir d'une bicyclette que tu sais comment elle marche.
Et donc du coup, voilà, il y avait toute cette réflexion que j'explique super mal et je serais même pas capable de vous retrouver quelle conférence c'est parce que on en a fait plein. Mais voilà, tu vois, il y avait vraiment ce mode de pensée là, par image, par analogie, qui marchait très bien, qui permet d'exprimer au plus grand nombre des concepts qui sont extrêmement compliqués. Le fait que ça puisse nous dépasser, c'est déjà un concept qui est extrêmement compliqué à expliquer. Va expliquer à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas comprendre par définition. Et toujours avec sa gentillesse, son sourire, une forme de... Petit côté baba cool. C'est ça, c'est ça. Il y avait un peu ça. Il y avait vraiment son côté un peu débonnaire. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Avec son côté débonnaire, il disait ouais, bah de toute façon, on n'y arrivera jamais, mais c'est pas grave parce que on découvre des trucs et puis ça nous permet de prédire des choses, même si on comprend pas tout. Par exemple, je pense que s'il avait été né plus tard, peut-être que la mécanique quantique, il aurait été capable de la vulgariser. J'aurais bien aimé parce que la mécanique quantique expliquée par Hubert Reeves, ça aurait peut-être eu un sens pour moi. C'est vraiment un truc sur lequel je bloque. Hein. Je vous jure, un jour, on fera un Science MR sur la mécanique quantique, mais avant, faut que je comprenne de quoi on parle. Donc pas de suite. Et même Y Penser a fait une vidéo pour expliquer vaguement ce que c'était, et pourtant j'adore ce que fait Y Penser, et c'est toujours pas compris. Donc pas compris. Okay. Voilà, c'est pour dire le niveau du bordel. Mais bref, du coup, avec lui, à la fois tout était simple, et c'était pas grave si on comprenait pas, il y avait un côté vraiment détendant, et pour moi qui est un tout petit peu, une espèce de vertige des échelles, de l'incompréhension, de l'univers, de tout ça, etc. C'était vraiment quelqu'un qui me rassurait dans cette angoisse-là. Je vous allais dire, c'est pas grand-chose, mais je vous jure que pour moi, c'est énorme. Oui, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Parce que ça avait pas l'air grave, du coup, de pas savoir, et ça avait pas l'air grave, du coup, d'être si petit. Et vraiment, tu vois quelqu'un qui, lui, a plus de connaissances que toi, et qui le prend tranquille, c'est extrêmement rassurant. C'est extrêmement rassurant, ça devient beaucoup moins angoissant, en fait, au final. C'est exactement ça. Après, on parle aussi de quelqu'un qui a eu une immense carrière, entre guillemets. Hein. Je rappelle tout de même qu'il a fait des études de physique et surtout il a passé un doctorat dans une prestigieuse université de New York, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, qu'il a passé, comme on le disait tout à l'heure, 4 ans à la NASA, qu'il avait fait plusieurs articles, dont une sur la nucléosynthèse stellaire. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur. Dans le cœur des étoiles, quand ça construit des nouveaux matériaux, quoi, globalement. C'est ça ? C'est ça, globalement. Et donc, grâce à ça, alors je crois que j'ai perdu tout le monde. Non, je t'entends, je t'entends. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est juste ta webcam que j'ai perdue pour une raison. C'est ma webcam qui vient de perdre. C'est pas grave. Pardon. Dès que tu reviens, je te remets. T'inquiète. Ok, merci, c'est gentil. Alors que là, nous avons quelqu'un qui vient de parler pour la première fois. Je ne sais pas si tu le connais, Phil. Je ne le connais pas personnellement. C'est toi qui parles. Je ne sais pas de qui il parle. D'accord. Mais bienvenue à toi. Si c'est la première fois. Si c'est la première fois que tu viens. Et donc, cet article-là a été plutôt connu, puisqu'on l'appelle en général l'article Marc, qui est un article en fait, qui a été publié avec Jean Audouze et Maurice Menguizi. C'était en 1971, et après donc il a fini par partir au CNRS à Bruxelles, puis ensuite au CNRS pour y terminer, pas sa carrière, mais bon, on va dire que quelque part. Oui, bien sûr, oui, tu peux nous poser une question astronomie. Nous sommes là. On est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. On va pas détailler. Il y a de multiples articles qui existent un peu partout sur Internet. Hein, il y a Superama, qui est une chaîne YouTube que j'aime particulièrement, qui a fait une vidéo sur Hubert Reeves du point de vue de quelqu'un qui n'en avait jamais entendu parler. Et qui a fait du coup un peu l'histoire de sa vie.
Je vous conseille d'aller la voir. Le lien sera là aussi dans l'article correspondant à ce à SpaceMR Flash. C'est très pratique ce système de pouvoir dire bon, ben, on mettra des références. Et si vous voulez en savoir plus, avoir un petit aperçu de la vie d'Uber Reeves, Superama avait fait une très bonne vidéo sur le sujet. Et plutôt que de faire de la redite, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Petit détail dans la série, j'ai fouillé le grenier de mon grand-père des étoiles. Je suis tombé sur un truc que toi tu savais déjà, mais que moi j'ignorais complètement. Il y a un astéroïde du nom d'Uber Reeves. Bah oui, bien sûr. Et ça, si c'est pas la turbo classe. Donc en plus c'est pas un astéroïde perdu dans le nuage de Kuiper ou le nuage d'Oort ou un truc comme non, il est dans la ceinture entre Mars et Jupiter quand même, hein. C'est quand même une très bonne location, très bonne localisation. Donc du coup voilà, sachez-le, vous pouvez rechercher astéroïde Uber Reeves. Alors Uber Reeves tout attaché du coup, hein, forcément. Et vous pourrez voir, c'est un petit astéroïde, hein, il est pas très très grand, mais avoir un astéroïde à son nom de son vivant, c'est quand même la classe. C'est quand même extrêmement rare. Ouais, c'est extrêmement rare. Il y a ce nouveau là sur le chat qui nous pose une question qui m'a fait beaucoup rire. Je t'écoute. Qui nous dit: que pensez-vous du système Zeta Reticuli? Alors, du système Zeta Reticuli, je l'ai pas celui-là. Ouais, je vais t'expliquer. Ah si, je l'ai, moi, je l'ai. Vas-y. Je l'ai. Zeta Reticuli, en fait, il a été popularisé dans les années 60, notamment par le fait que un couple d'Américains, Betty et Barney Hill, auraient été enlevés à bord de leur Chevrolet. Oh putain, oui. Mais oui. Si d'accord. tu as vu l'exoconférence, forcément, tu vas resituer le truc. C'est un système qui est situé à 39 années-lumière. Bonne nuit, Cowboy Étoile, merci d'être passé. Qui est donc situé à 39 années-lumière de notre système solaire. Hein. C'est un système binaire, c'est une étoile binaire. Et donc, il y a cette fameuse histoire, un enlèvement dans le New Hampshire. Alors, on précise bien la partie rurale du New Hampshire. Donc, les mecs, moi j'aime bien, il faut regarder l'exoconférence pour ça d'Alexandre Astier. Hein. Mais les mecs, ils sont partis il y a 39 années de temps. Enfin, en imaginant hein, qu'ils y aillent à la vitesse de la lumière, 39 années pour enlever 2 pégus dans leur Chevrolet. Moi, franchement. Si t'apprends un échantillon, c'est pas de bol, quoi. C'est ça. Et alors, je voudrais juste citer, parce qu'il me semble que c'est toujours dans le Wikipédia, c'est-à-dire que donc ils s'aperçoivent quand ils rentrent chez eux qu'il y a 3 heures qui manquent sur leur montre. Voilà. 2 heures, pardon. 2 heures de retard sur leur horaire et surtout aucun souvenir qui pourrait correspondre à cette période de leur trajet. Voilà, et que plusieurs endroits de la carrosserie de la voiture, il manquerait de la peinture. Voilà, et puis plusieurs petites problématiques comme du stress post-traumatique. Et que donc, a priori, bon, voilà, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais en tout cas, c'était quand même assez violent, voilà. Donc voilà le cas. Un éclair sur la gueule, on sait pas. Enfin, il y a plein d'autres théories qui peuvent expliquer le truc, mais qui seront quand même beaucoup moins tirées par les cheveux que un aller-retour de 39 années aller, 39 années retour. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, voilà, hein, comme dirait l'autre, c'est très drôle. Encore une fois, faut aller voir le spectacle d'Alexandre Astier, hein, qui s'en moque aussi assez allègrement. Voilà, c'est parce que c'est quand même, voilà, très très drôle. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, cette nuit-là, il y a que pour nous le dire, mais bon, il y a quand même très peu de chances qu'ils viennent de Zeta Reticuli. Je sais même pas s'il y a des planètes tout autour de ce système. Binaire, il me semble pas. Non, il me semble pas. Bon, bref. Bon, en tous les cas, pour terminer un peu sur cette histoire-là, en 64, je crois que c'est elle, Betty Hill, a dessiné sous hypnose une carte qu'elle a affirmé avoir vue pendant son enlèvement, donc montrant l'étoile de provenance.
Et quelques années plus tard, une institutrice de Loyao, Marjorie Fish, a construit une même carte en fait en 3 dimensions qui confirmerait le témoignage des Hill. Bon, voilà, c'est parti dans la légende, dans la culture populaire, dans les légendes urbaines et rien de plus. Un jour, donc moi, ce que j'en pense, un podcast de légendes urbaines dans Assemblée, ça pourrait être rigolo. J'aimerais. Ça pourrait être très drôle. Ouais. Ce genre de choses, moi, ça m'intéresse beaucoup. On n'a pas forcément l'émission pour y répondre, mais en tous les cas, oui, voilà. Mais c'était l'occasion de parler de l'exoconférence et on n'est jamais contre. Oui, voilà. Faire une petite référence à l'exoconférence d'Alexandre S. C'est ça. D'ailleurs, soit dit en passant, ça me permet de raccrocher au sujet d'Uber Eats et je pense qu'on va s'arrêter là pour passer à la suite de la soirée. Si tu es d'accord, Phil. J'aurai un dernier truc, donc vas-y, okay. Je prends le relais. C'est qu'il y a beaucoup de personnalités qui ont tenu à leur rendre hommage. Hein. J'en ai vu passer un peu partout. Je dis pourquoi raccrocher à l'exoconférence, mais c'est parce que Florence Porcel avait fait une série, notamment de vidéos par rapport à l'exoconférence à l'époque où c'était sorti. Et donc, elle a rendu hommage à Uber Eats, tout comme Eric Lagadec et plein de personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l'astronomie. Hein. On n'est pas les seuls à avoir fait un hommage, même si je pense qu'aux yeux des médias, c'est passé très très rapidement. Je sais pas, je regarde pas trop les médias. Moi non plus. Donc, mais je pense que ça n'a pas fait la une des journaux. Non, c'est rarement le cas. Il faudrait que je me refasse les replays juste pour voir quelle position c'est passé. Voilà. Tu voulais dire un dernier mot. Un dernier mot parce qu'on a beaucoup parlé de l'univers raconté par Uber Eats. Un truc dont je voudrais parler, c'est justement si vous aimez la façon de présenter d'Uber Eats au niveau de l'univers, vous serez sûrement intéressé par sa vision qu'il a de l'écologie et justement il a écrit, entre autres en comité évidemment, mais il fait partie des rédacteurs, donc un manifeste qui s'appelle Humanité et Biodiversité, et où il dit que la biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Et donc si vous aimez bien la clarté de ses explications, le fait qu'il soit a priori, d'après ce que j'ai compris des reviews de ce livre, on n'est pas dans de l'écologie qui juge trop. Si c'est quelque chose que vous craignez justement, celle d'être mis en porte-à-faux par rapport à votre mode de vie ou des choses comme ça, enfin bref, si vous avez juste envie de lire et de mieux comprendre les problématiques d'écologie sans qu'on vous dise il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, mais plus il faut qu'en tant qu'humanité on change notre mode de fonctionnement, dans ce cas-là ça pourrait éventuellement vous intéresser. Voilà, c'était l'histoire de quand même parler de ce qui s'est passé dans la dernière vingtaine d'années de sa vie sur l'écologie, donc au moins citer une des œuvres qui parle d'écologie et celle qui est a priori recommandée par pas mal de personnes. Donc là encore une fois, c'est en train d'arriver chez moi et je n'ai pas eu l'occasion de le lire avant le... Il a dévalisé Amazon. Non, ça va, j'ai acheté que 2 bouquins. Ça va, franchement, ça va. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous dépêcher d'aller sur YouTube, juste après, quand on aura fini le truc, pour aller regarder toutes les conférences possibles d'Uber Eats, parce que c'est un régal, tout simplement. Déjà, vous allez passer un bon moment. Ce petit accent, là, ce petit... C'est ça. Moi, ça m'a toujours... ce petit accent franco-québécois. Cette douceur, cette gentillesse, cette... Donc, pas de violence. Voilà. On n'a pas passé de mots en fait par rapport à lui. C'est Uber Eats. Passez du bon moment à suivre ses conférences. Vous allez absolument pas le regretter. Et si en plus vous aimez le ton qu'on utilise dans La Sainte des Mers, sachez que il lui est en grande partie dû. En tout cas, beaucoup d'images lui sont. On pourrait même lui consacrer l'acte 3, enfin en tout cas lui je sais plus comment on appelle ça, dédié, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, lui dédier l'acte 3 d'Aspes MR. Voilà, je pense qu'on a terminé, on a fait un peu le tour du sujet, de vous décrire qui était Uber Eats. Désormais, ça va être le moment pour nous de passer sur un autre format, soirée
HD ce soir dans Asson des Mers. Avec avec Azenemer qui débarque Exactement. juste après. ASPCMR Flash, nous, c'est terminé pour ce soir. Mais on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, je sais Normalement, plus. ça devrait Normalement, le faire à on peu se près dans retrouve. la semaine prochaine. Voilà, dans la semaine prochaine. Pour ceux qui nous mercredi écoutent en ou podcast, vendredi. vous n'aurez pas le AZNMR juste derrière parce que vous l'aurez dans le flux du podcast dans le flux, quelques exactement. jours, a priori, probablement demain, on verra. C'est ça. Donc du coup, ce sera le AZNMR 3, un massage au spa. Et pour ceux Ouais. qui sont en live, ne quittez pas pendant le générique, ce sera juste après. Au revoir Escape, merci. Exactement. Au revoir, Phil. Bonne soirée. Salut.